Les Incas le considéraient comme le messager des dieux. Un guide qui accompagnait les morts vers l'au-delà. 5 siècles plus tard, le Condor a toujours fort à faire. Dans les Andes péruviennes, le canyon de Cotahuasi, un trou profond de 3,5 km. Ce gouffre a englouti plus d'un conducteur et le Condor était là pour guider leurs âmes. Tu crois en Dieu? Oui. Sinon, je ne conduirais pas sur des routes pareilles. La route est défoncée. Bien pourrie jusqu'au bout. Personne n'ose regarder par la fenêtre. Une technique qui permet aux passagers de rester sereins. Et puis, de toute façon, chacun préfère affronter sa peur plutôt que la fatigue. Il y a encore quelques années, ces 35 km de piste se parcouraient à pied. Avant, le sentier passait par ce tunnel. C'est par là que les gens marchaient avec les mules. C'est toujours comme ça. Les pierres n'arrêtent pas de tomber et on doit les dégager. Elles se détachent toutes seules parce que la roche est très friable. Dans le canyon de Cotahuasi, personne ne force le passage. Les plus petits s'inclinent. Mieux vaut ne pas être pressé. C'est exactement la philosophie du conducteur de cette camionnette. Pour Rosandro, la patience est avant tout un passeport pour la vie. Ce canyon, c'est comme un piège. On se retrouve parfois 1 mois ou 2 avec la route détruite. Mais on essaye quand même de passer. C'est ma terre. C'est la vallée la plus belle du monde. Elle est brûlante comme la gueule du diable. La gueule du diable, ça brûle, parce que le diable, il crache du feu. Pendant des siècles, le diable a arpenté la cordillère des Andes sous la forme des conquistadors, réduisant les Incas à l'état d'esclaves. Les pistes qui jalonnent ces montagnes suivent les chemins qu'ils empruntaient lors d'eau chargées d'or et d'argent. Le Pérou regorge de minerais précieux. Et pourtant, les descendants des Incas ont tendance à dire qu'ils vivent dans un pays riche, peuplé de pauvres. La survie se paye souvent au mépris du danger. Ça, c'est la dynamite. Avec ça, là, nous avons 2 minutes avant que ça explose. Voilà de l'or, regarde. Ici, il y a un éclat d'or. Mais au Pérou, l'or peut prendre bien des formes. Comme la fiente des oiseaux. C'est l'un des meilleurs engrais au monde. Le récolter est une vraie souffrance. L'ammoniac, c'est fort. L'ammoniac, ça affecte les poumons. Les plus vieux ne résistent pas à ce travail. Le Pérou se développe à vitesse grand V, mais à quel prix? Pour désenclaver les villages, les pistes sont parfois tracées à la va-vite. Les habitants en subissent les conséquences. Même si leur vie s'améliore.
Avant, on mettait 2 ou 3 jours pour aller en ville. Maintenant, on met 4 heures. Au fil du temps, le Pérou est devenu le pays des hommes forts. Quand ils ont fondé la ville de Trujillo, les conquistadors ne s'y sont pas trompés. Son climat, entre 22 et 30 degrés toute l'année, en fait la ville du printemps éternel. Mais ce n'est pas son seul atout. Construite en bord de mer, il pouvait envoyer rapidement en Espagne l'or et l'argent provenant des Andes. Ces mines continuent d'être exploitées. Et elles sont un bon filon pour Consuelo et son mari Lucho. Le couple de commerçants fournit les mineurs en briques, soda, bière, farine et autres denrées. En tout, 20 tonnes à transporter malgré les aléas de la route. Quand il y a des passages difficiles, on se débrouille comme on peut. Et s'il faut déblayer la route, eh bien on le fait. Pour préserver leurs légumes de la chaleur, Lucho et Consuelo partent à la tombée de la nuit. 373 km les séparent de la ville minière de Retamas. 20 heures de route, à flanc de précipice. Ils espèrent arriver samedi en fin d'après-midi, le meilleur moment pour écouler leurs 500 caisses de bière dans les bars de la ville. Le couple ne roule pas sur l'or, mais leur business leur permet d'envoyer leurs 2 enfants à l'école. Lisnet, 15 ans, n'est jamais très rassuré de les voir prendre la route. La route est très mauvaise et ça me fait toujours un peu peur. Mais je sais que Dieu les accompagne. On est triste de laisser les enfants derrière nous. On ne sait jamais ce qui peut arriver quand on n'est pas là. On est inquiet, mais bon, on n'a pas d'autre travail. Ce camion, c'est ce qui nous fait vivre. Lucho est seul à conduire. Il n'a prévu aucun arrêt. Mais 20 heures derrière un volant ne se tiennent pas sans l'aide d'un stimulant hérité des Incas. On prend de la coca pour tenir toute la nuit et ne pas s'endormir. Ici, la plupart des chauffeurs mâchent de la coca. Lucho se bat contre la route, mais pas seulement. À certains endroits, comme cette montée qui mène à un col à 3500 mètres d'altitude, la vitesse de son camion tombe à 20 km/h. Il pourrait se détendre, pourtant, il redouble de vigilance. Je regarde toujours les 2 rétroviseurs. Comme ça, je vois les voleurs arriver. Une fois par ici, ils m'attendaient caché dans un champ de manioc. Ils sont montés par derrière, ils ont déchiré ma bâche et ils ont commencé à prendre toutes mes marchandises. Là-bas, quand ils veulent t'arrêter, ils te barrent la route avec des pierres. Impossible de passer. À partir du moment où ils t'arrêtent, ils sortent avec des armes. En haut du col, le danger écarté, Lucho se lance dans la pente. Il accélère et prend des risques. Si on n'arrive pas à temps, les clients achètent aux autres commerçants en premier. Et nous, on reste avec nos bières sur les bras. L'euphorie de la vitesse
lui fait oublier un détail. Son camion est alourdi de 20 tonnes de marchandises. J'ai beaucoup freiné. Ça a trop forcé? Les freins ont chauffé? Oui, mon camion est chargé et j'ai descendu très vite. J'ai trop appuyé sur les freins, ça a beaucoup chauffé. J'aurais dû aller moins vite. On va se reposer une demi-heure, 1 heure, et on repart tout de suite. Les précieuses minutes grappillées dans la descente sont donc perdues. Mais ce n'est pas le plus grave. Lucho et sa femme se laissent gagner par le sommeil. Ils ont dormi 1 heure de plus. 1 heure qu'il faut maintenant rattraper. Au petit matin, pas le temps de prendre un café. Ils redémarrent pied au plancher. On va avancer autant qu'on peut pour arriver le plus tôt possible. Et il vaut mieux. La piste ne pardonne aucun écart. Les chauffeurs se relèvent rarement du grand plongeon. Quoique, parfois une bonne étoile les accompagne. Cette camionnette a fait une chute de plus de 30 mètres. Stoppée par des arbustes, son conducteur s'en est sorti indemne. La camionnette transportait des fruits et elle s'est retournée. Elle a fini en bas. Je ne sais pas comment le chauffeur est sorti de la piste. On l'a emmené à l'hôpital. S'ils s'obstinent à la remonter, ce n'est pas pour débarrasser le ravin d'une carcasse. On va la réparer, on est des bons. Avec un salaire moyen de 370 €, au Pérou, la récup est obligatoire. D'ailleurs, de son côté, Lucho paye cher le fait de n'acheter que des pneus d'occasion. Voilà. C'est ce clou qui a fait crever le pneu. Le problème, c'est qu'on risque d'arriver de nuit. Et là, on ne peut rien faire. Les clients n'achèteront pas nos bières. Les affaires s'annoncent mal pour Lucho et Consuelo. Surtout qu'il leur reste à affronter le passage le plus périlleux du voyage. Le canyon du fleuve Marañón. Conduire dans les Andes demande de la sagesse, de la maîtrise de soi. Les pistes emportent chaque année des dizaines de personnes. Bien. Nos vamos a cargar las cosas. Rosandro est vigneron. Sa vigne se trouve à l'autre bout du canyon de Cotahuasi. Une traversée de 35 km sur la piste la plus dangereuse de la région. Le vigneron est l'un des rares habitants du coin à posséder une voiture. Le bus ne passe que 2 fois par jour, alors il joue volontiers les taxis. Está mal, sigue mal, parece chiquita. Ok, ir a trabajar a la chacra y el calor se ha sentado, tiene calor bastante en la barriga.
Quand il roule, Rosandro ne se pose pas trop de questions. Ravin ou pas, il a entièrement confiance en sa conduite et dans sa camionnette de 20 ans d'âge. Cette voiture, elle passe bien dans les ornières. Elle est vieille, mais elle est très solide. Aller lentement, moi, ça m'ennuie. Tant que la voiture tient le coup, il faut mettre la gomme. Le pick-up frôle les 40 km/h. Regarde comme c'est dangereux ici. Si tu quittes la piste, tu finis au fond du ravin, dans la rivière. Ici, une camionnette a fait une sortie de route. Le chauffeur s'en est sorti, il a eu de la chance. Un poteau l'a retenu. Sinon, il partait droit dans le précipice et finissait tout au fond là, 300 mètres plus bas. Acá hay pase, ¿no? C'est difficile ici de se croiser. C'est très étroit. Il faudrait élargir. Un doux rêve, irréalisable. La piste a tout juste 8 ans. Les pelleteuses ne sont pas prêtes de revenir. Malgré tout, c'est déjà une avancée pour Rosandro. Avant, il mettait 2 jours pour rejoindre sa vigne à dos de mule. Le plus gros problème vient surtout des parois. La roche est friable. Ça s'est effondré ici et la route a été emportée. On ne pouvait plus passer. Alors avec des rondins de bois, on a fabriqué un pont et roulé dessus. Attends, je vais te montrer. C'est comme ça que ça s'est passé. Gerardo, despacio, despacio, frenando. Gira, gira, la llanta. Ahí nomás, despacito, despacito. C'était dangereux et j'ai eu peur que la camionnette tombe. Despacio, suelta, despacio. No va a dar, no va a dar. No. Ya, ahí nomás. Sí. Mais ici, on est habitué à ce genre de situation. Ya está, ya. Bravo. Attention là, regarde. Regarde cette pierre, comment elle va tomber. Elle est partie tout au fond. Tu ne peux pas sortir de là vivant si tu tombes. Le canyon de Cotahuasi porte bien son surnom de gueule du diable. Je suis né ici, dans la gueule du diable. Ce sont mes terres. Quand j'étais enfant, j'ai grandi avec cette rivière. Ce qui me plaisait ici, c'était de pêcher des truites et des écrevisses. Me baigner et passer toute la journée étendu sur les rochers, comme un lézard. Cette terre, je l'ai héritée de ma famille. C'est une part de ma vie. La vigne est arrivée dans la région avec les conquistadors. Rosandro la cultive comme au XVIe siècle. La saison venue, il presse encore le raisin avec les pieds. Tout ce bois-là, c'est pour la vigne. On va l'amener là-haut avec mes ouvriers. Sans l'aide d'aucune machine, Rosandro produit chaque année 5000 litres de vin. Mon rêve, c'est de pouvoir exporter mon vin. Petit à petit, on peut y arriver. Gagner sa vie au Pérou demande de la sueur, de la volonté. La terre est souvent inhospitalière.
Alors imaginez quand le seul moyen de gagner votre vie se trouve en plein désert. Son métier, cet homme l'exerce aux confins du désert de Paracas. L'étendue désertique se jette dans le Pacifique, non pas avec une belle plage, mais avec une falaise. S'il veut gagner quelques soleils, Chikoka va devoir la descendre. Ce rocher-là, il est bien solide. Il ne m'a jamais lâché. Il est bien accroché à la falaise. Il ne bouge pas. Il est costaud comme un taureau. Fort comme un éléphant. « 60 mètres de descente, sans aucune sécurité. Enfin, si. Un petit échauffement. Je fais ça pour augmenter la force dans mes bras. Elle est solide cette corde? Oui. Elle a combien d'années? Elle a 10 ans. Écoute la mer comme elle résonne. Elle a une belle voix. Elle me dit surtout ne t'en vas pas, reste. Tu vas faire une bonne pêche. Chikoka est peut-être le seul pêcheur alpiniste au monde. Ici, il y a eu 3 morts. Ils ont lâché. Ils ont eu des crampes. Ils ne se sont pas échauffés comme moi avant de descendre. Alors pourquoi prend-il autant de risques? En fait, cet endroit est une réserve naturelle. Le poisson abonde. La pêche au filet est interdite. Seule la ligne est tolérée. Chikoka ne souffre donc d'aucune concurrence, ou presque. Voilà les otaries. Elles sont contentes quand je viens les voir. Elles me connaissent. Celle-là, c'est celle qui vient toujours me saluer. Tu vois? Bébé. Mon petit. Comment ça va? En moyenne, le pêcheur remonte près de 20 kg de poissons par jour. Mais aujourd'hui, rien ne mord. Eh oui, ses amis les otaries ont fait fuir une partie du poisson et la houle a fait le reste. Les poissons sont partis au large. La mer est trop forte. Il n'y a rien à pêcher. Sa journée n'est pas perdue pour autant. Chikoka revend aussi des algues au marché. Mais là aussi, la récolte est maigre. À 66 ans, l'exercice devient chaque fois plus difficile.
Shikoka passe plusieurs semaines dans le désert. L'homme n'a pas les moyens de gaspiller de l'essence pour rentrer chez lui tous les soirs, à 35 km de là. Je me repose pour demain. Demain, il faut de nouveau aller pêcher. Ce sont des appâts à plumes de coq. C'est moi qui les fabrique. Ça fait 20 jours qu'il n'y a pas de poisson. Je vais rester 30 jours de plus avant de rentrer, pour pouvoir ramener du poisson à ma famille. C'est ça la vie d'un pêcheur. Entre les freins qui chauffaient et la crevaison, Lucho et Consuelo ont perdu près d'une demi-journée. Retamas, la ville des chercheurs d'or, se trouve encore à 60 km. Le couple compte y écouler 500 caisses de bière dans le week-end, mais là, c'est mal parti. Même s'il augmente sa vitesse de croisière, Lucho se trouve face à un problème de taille. Il attaque la partie la plus dangereuse de la montagne. Une piste en lacet, dont la poussière qui s'en dégage masque souvent la vue des chauffeurs. Quand on roule ici, on doit faire très attention. Si tu te relâches un peu, tu risques de sortir de la piste. Il faut se mettre bien au milieu et surtout ne pas s'endormir. Sur cette route, aucune erreur n'est permise. Il y a eu beaucoup de morts ici, des quantités de morts. Ils ont raté un virage et ils ont fini au fond du ravin. Lucho lève le pied, d'autant qu'il est obligé de s'y reprendre à 2 fois dans les virages en épingle. Quand ils entrent dans Retamas, Lucho et Consuelo roulent déjà depuis 26 heures. 26 heures de risque et de fatigue. Pour rien. La soirée est déjà bien avancée. Les rues de Retamas sont quasiment vides. Il faudra 4 jours au couple pour vendre leurs 500 caisses de bière. 2 jours de plus que prévu, loin de leur fille. De nuit, les rues de la ville de l'Or ressemblent à autant de filons. De jour, l'image est moins reluisante. Retamas ressemble à un enchevêtrement de baraques de chantier au toit de tôle. La ville ne vit que pour ses mines d'or. Depuis des siècles, les mineurs transforment les ends en gruyère.
La fièvre de l'or s'est emparée de Carlos voilà 14 ans. À l'époque, il s'épuisait dans les champs de café et de cacao pour un salaire de misère. Aujourd'hui, il s'épuise toujours, mais il gagne bien mieux sa vie. 500 € par mois, soit le double du salaire minimum au Pérou. Il a embarqué son frère dans l'aventure et depuis peu son fils et son neveu. La petite famille exploite une mine abandonnée. Elle n'était pas assez rentable pour l'industriel qui l'exploitait. À chaque descente, c'est un peu une loterie pour la vie, tellement la mine est vétuste. À cause de la pression de la roche et de l'humidité, le bois ne tient pas longtemps, regarde. En le touchant, il s'effrite. Et avec la pression, en plus, ça le casse. À l'époque où la mine était exploitée par un consortium, il y a eu un accident qui a fait un mort. Je crois que c'est en partie pour ça qu'ils ont abandonné cette mine. Pour communiquer avec la surface, 70 mètres plus haut, ils ont un ingénieux système, sorti tout droit de l'enfance. Ça, c'est notre téléphone à nous. C'est comme ça qu'on communique. Arriba, jala. Oh. Jala. À l'époque de son exploitation industrielle, la mine donnait des centaines de kilos de métal précieux. Aujourd'hui, la petite famille en tire seulement 1,5 kg chaque année. Tu vois là, c'est la veine. C'est là que se cache l'or? Oui, il est là. Dégager la veine à la pioche prendrait trop de temps. Les hommes utilisent des explosifs. Ça, c'est la dynamite, et ça, le détonateur. Alors, ce qu'on fait ici, c'est une opération assez dangereuse. Et il faut bien savoir manipuler l'explosif. Avec ça, là, nous avons 2 minutes. 2 minutes avant que ça explose. En explosant, la dynamite libère des gaz toxiques. Et la poussière est telle que l'air est irrespirable. Combien de temps il faut attendre? Une demi-heure, 1 heure. Une heure plus tard. Voilà de l'or, regarde. Ici, il y a un éclat d'or. Chaque mois, Carlos et sa famille extraient environ 5 tonnes de minerais pour récupérer 125 grammes d'or. Ce n'est pas énorme, mais cela suffit pour vivre. Nous, on veut éduquer nos enfants, mais on arrive à peine à leur payer leurs études jusqu'au lycée. Au-delà, on n'a pas les moyens, et nos enfants se retrouvent comme abandonnés par le système et livrés à leur propre sort. Il y a combien de kilos dans ce chariot? 1000. 1 tonne. Ça nous vide toute notre énergie. Et ça, c'est seulement un wagonnet. Parfois, on en sort 9 par jour.
Tous les ans, le Pérou extrait près de 171 tonnes d'or et 4000 d'argent. Le pays est aussi riche de bien d'autres minéraux, mais aussi de pétrole et de gaz. Cette formidable manne maintient une économie forte et la pauvreté a diminué de 50% en 10 ans. Mais malgré tout, les infrastructures, elles, se développent lentement. Descendre à la ville faire le plein de vivres est à chaque fois une source d'inquiétude pour Eleuterio. Son village se trouve aux portes de l'Amazonie. À un trajet de 80 km sur une piste à peine plus large que le taxi qui le conduit. Il faut pas se rater sur cette piste. C'est dangereux, oui, mais c'est la vie. Chaque jour, on doit la défier. Ce tronçon a tout juste quelques mois. Même s'il est extrêmement dangereux, il change la vie de tous les habitants de la montagne. On ne marche plus autant. Avant, on mettait 2-3 jours pour aller en ville, acheter nos provisions et les ramener. Maintenant, on met 4 heures. La piste n'est pas totalement finie. Il reste encore 10 km à creuser. Mais les machines ne progressent que de 4 km par an, sans compter les éboulements et autres effondrements de chaussées. Ici, c'est la fin de ma course. Aller plus loin est interdit. La piste continue un peu, mais il y a des travaux. Eleuterio termine le voyage à pied. Il y a 2 heures de marche jusqu'à son village. Si elle se met à ruer, les marchandises vont tomber. Creuser une piste dans ces montagnes est toujours une opération périlleuse. La construction de celle-ci a déjà coûté la vie à un ouvrier. Estamos trabajando en un lugar un poco peligroso, así que hay que tomar nuestras precauciones adecuadas como lo venimos haciendo. Querido y eterno Padre que estás en los cielos, estamos en tu presencia, tu Santo Espíritu sea, Señor, el quien guíe a cada uno de mis amigos en este lugar. Cuídalos, Señor, protégelos del mal. Amén. Une fois ma mule a rué ici, avec toutes mes provisions. À 66 ans, Eleuterio ne manque pas d'énergie. Les 2 heures de marche, il les fait au pas de charge. Ce trajet restera encore longtemps le seul moyen d'accéder à son village. Il n'est pas prévu que la nouvelle piste arrive jusqu'ici. Mais sa proximité sort quand même ses habitants de leur isolement. Ça, c'est de la coca. Là, de la yucca.
Et là-bas, on plante des ananas. Avant, on semait juste pour manger et on ne pouvait rien vendre. Avec une mule, ça nous coûtait 50 centimes le kilo pour transporter nos marchandises. Par exemple, la yucca, elle est vendue 50 centimes le kilo au marché. Exactement ce que nous coûtait le transport. Ça ne servait donc à rien d'aller la vendre. Alors qu'aujourd'hui, avec une voiture, ça nous revient à 5 centimes le kilo. La vie a changé avec la route. La vie s'améliore petit à petit dans les Andes. Ces conditions de vie rustique ont forgé une lignée d'hommes particulièrement durs au mal. Les montagnards sont quasiment les seuls à pouvoir supporter l'un des métiers les plus durs au monde. Il est exercé sur les îles qui bordent les côtes péruviennes, comme sur l'île d'Asia. Les citadins qui s'y risquent ne tiennent pas le coup très longtemps. Et ce n'est pas Edwin qui nous dira le contraire. Beaucoup de ceux qui viennent pour la première fois ne restent qu'un mois, 15 jours, parfois qu'une seule semaine. Ils ne tiennent pas à cause du travail, des odeurs. Ils craquent, ils n'ont pas l'habitude de travailler aussi dur. Ceux qui tiennent le coup, ce sont les anciens, ceux qui sont déjà habitués à travailler ici. Ces ouvriers de l'extrême gagnent le double du salaire minimum. Mais à quel prix ? Les journées commencent dès 5 heures du matin. Cette pointeuse à empreinte digitale est la seule concession à la modernité. Pour le reste, les hommes se retrouvent plongés plusieurs siècles en arrière. On utilise la pioche parce que le sol est dur. Ce qui est embêtant, c'est la poussière. C'est pour ça que je me mets un foulard sur le visage. Tous sont là pour ramasser du guano, c'est-à-dire de la fiente d'oiseau. C'est l'un des meilleurs engrais naturels au monde. Pélicans, fous, cormorans. Des millions d'oiseaux colonisent les îles péruviennes. Il faut entre 10 et 15 ans pour trouver une couche de déjection épaisse de 2 mètres. La récolte se fait à la main, car les machines sont interdites, pour la bonne raison qu'elles feraient fuir les oiseaux et dégraderaient leur environnement naturel. Pourtant, elles seraient bien utiles aux ouvriers. Les conditions de travail sont terribles. L'odeur de la fiente en décomposition est presque insoutenable. L'ammoniac, c'est fort. L'ammoniac, ça affecte les poumons. Les plus vieux ne résistent pas à ce travail. Être affecté au tamis est un vrai supplice. La poussière y est constante. Mais pas de jaloux. Personne n'échappe à cette tâche. C'est du guano brut dedans. Il y a des plumes, des cailloux. C'est pour ça qu'on doit bien le trier. Ici, c'est ce qui a été tamisé par la machine. On y a retiré les plumes. C'est ça qu'on embarque sur les bateaux. Chaque jour, les hommes extraient 50 tonnes de guano.
Combien de sacs tu portes chaque jour? 100. Une centaine. Dans les montées, ça fatigue. Et il y a de quoi. Les sacs pèsent environ 50 kilos. Les gens de la ville ne résistent pas à ce travail. C'est un boulot éprouvant. Ils ne tiennent pas le coup. Nous, comme on vient de la terre, on est habitués à travailler dur, avec des pioches, de nuit. Tenir, mais à quel prix? Surtout que l'île pullule de tiques, amenées par les oiseaux. Elle monte, elle te pique, et elle te suce le sang. Ça, c'est une allergie à cause du guano. Ça gonfle comme ça, et il y a du pus qui se forme. Et puis après, ça éclate. Le ministère de l'Agriculture, qui gère ces campagnes de guano, fournit bien des masques. Mais personne ne les porte. Dans ces masques-là, le filtre se remplit de poussière et on ne peut plus respirer. La poussière rentre dans les yeux. Il nous manque des lunettes. Mais des lunettes, tu en as là? Oui, mais elles ne vont pas. Elles ne sont pas bonnes. Ça ne sert à rien. Le seul avantage pour ces ouvriers à venir travailler dans cet enfer est de pouvoir économiser sur les frais. Ils sont nourris et logés, mais les conditions sont plus que spartiates. Sur l'île, il n'y a pas d'eau douce. Un bateau-citerne la livre chaque semaine. Le précieux liquide est rationné, seulement 8 litres par jour pour se laver et faire sa lessive. L'astuce est de mettre ses vêtements à terre pendant la douche. Il faut économiser l'eau, mais il faut quand même bien se laver, car le guano, ça salit beaucoup, et ça ronge la peau. Une fois le travail terminé, les distractions sont rares sur l'île. C'est pour s'occuper. Il n'y a rien d'autre à faire ici, à part du sport ou aller à la pêche. Sinon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est vrai, ça ressemble à une prison ici. La famille nous manque beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est avec ce travail qu'on les nourrit et qu'on les habille. Nos proches doivent comprendre ça, même si psychologiquement, c'est dur. Depuis le départ des Espagnols en 1824, le Pérou a essuyé plusieurs dictatures et une guérilla maoïste qui a fait des dizaines de milliers de victimes. Mais aujourd'hui, grâce à la force de ces hommes, le pays prend son envol.